À Timmins, la police identifie les 2 jeunes brûlés vifs dans un entrepôt. À Elliott Lake, on décide d'inonder les déchets nucléaires. Et les conservateurs ontariens font la promotion des valeurs familiales. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Parlons d'abord de ce drame horrible qui a tué 2 adolescents de la région de Timmins hier. La police a dévoilé l'identité des 2 jeunes retrouvés morts dans les décombres de l'incendie d'un entrepôt. Les victimes âgées de 13 ans sont Éric Lantier et Richard Labranche. Ils étaient tous les 2 sous la responsabilité de la Société d'aide à l'enfance de Timmins. Et comme l'a constaté Stéphane Laberge, les autorités n'arrivent pas à expliquer cette tragédie. L'incendie s'est déclaré un peu après minuit dans la nuit de mercredi à jeudi. Et à l'arrivée des pompiers quelques minutes plus tard, l'entrepôt n'était plus qu'un amas de cendres. Au matin, les autorités ont trouvé 2 corps parmi les décombres et triste constat, il s'agissait des 2 adolescents de 13 ans portés disparus depuis mardi. Éric Lantier et Richard Labranche avaient déjà commis quelques fugues dans le passé pour quelques heures seulement. Mais cette fois-ci, personne ne peut comprendre leur acte. Et personne n'arrive à expliquer non plus comment ils ont réussi à pénétrer à l'intérieur de cet entrepôt d'articles pour salle de bain. C'était tout barré, mais je ne sais pas. Quand il y a une manière de rentrer, ils vont trouver une manière pour y aller. Là. Puis ils l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé la manière. Parce qu'il fallait qu'il s'éclaire à quelque part. Il n'y avait même pas d'électricité, même pas de gaz, d'électricité dans l'entrepôt. Il fallait qu'ils sont allumés pour s'éclairer. Mais nous autres, avec les bains acryliques, c'est comme une allumette. Les 2 garçons vivaient dans la même famille d'accueil. Ils étaient sous la tutelle de la Société d'aide à l'enfance. L'agence reconnaît qu'elle était responsable de ces 2 garçons, mais elle avoue avoir été complètement dépassée par les événements. Des adolescents en fugue, ça arrive souvent. Et puis, c'est difficile de maintenir une garde, une surveillance de 24 heures sur 24. Cela dit, ça n'enlève pas le fait que nous avons une responsabilité et nous l'acceptons. Les autorités enquêtent afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame. Un drame qui aura coûté la vie à 2 adolescents qui commençaient à peine à vivre. Stéphane Laberge, Radio-Canada, Timmins. Toujours dans le nord de la province, à Elliott Lake, cette fois, la direction de la mine Stanley, mine fermée il y a plus d'1 an, s'apprête à mettre définitivement la clé dans la porte de son usine. Et les déchets radioactifs produits par la mine au cours des 40 dernières années seront complètement recouverts d'eau. La mine Stanley a tenu une séance d'information hier à l'intention de la municipalité et du ministère des Pêches, mais comme le rapporte Sarah Champagne, des résidents aussi ont tenu à assister à la réunion pour faire part de leurs craintes face à ce projet. I'm trying to feel some responsibility to the earth. Ce résident qui exploite une pourvoirie à l'île Manitoulin est inquiet de l'impact des déchets radioactifs sur l'environnement. Et il n'était pas le seul à se poser des questions lors de cette réunion. Ce résident, par exemple, trouve inadmissible que la direction de la mine n'ait pas alloué de temps au public pour poser des questions. C'est de cette mine dont il est question. Une mine d'uranium qui a déversé au-delà de 10 millions de tonnes de déchets radioactifs au cours de ses années de production. Aujourd'hui, la direction n'a pas le choix de faire quelque chose pour limiter la contamination. Et la façon la plus économique est de tout recouvrir d'eau, un projet quand même évalué à plus de 40 millions de dollars. Ce chercheur travaille depuis 20 ans sur cette méthode pour limiter la contamination. Selon lui, ce que s'apprêtent à faire les dirigeants de la mine est un des meilleurs moyens pour limiter les dégâts sur l'environnement. Et qu'il faut absolument empêcher les déchets radioactifs d'être en contact avec l'air. Du côté des résidents, on réclame aussi une rencontre avec de vrais experts. Ce à quoi la direction répond que ceux qui le désirent peuvent prendre connaissance des études qui ont été faites. Et à ceux qui veulent des réponses maintenant, on répond qu'il n'y aura pas d'impact majeur sur l'environnement. De quoi laisser perplexe un peu tout le monde.
Trust us, we will look after you. We are the... Même le maire qui a rappelé aux dirigeants que des millions de dollars ont été investis pour transformer Elliott Lake en un paradis de retraités, un paradis où il fait bon vivre. Sarah Champagne, Radio-Canada, Elliott Lake. À Queen's Park, maintenant, eh bien, un député conservateur a déposé un projet de loi assez spécial. C'est un projet de loi qui veut faire la promotion des valeurs familiales. On veut, par exemple, encourager les jeunes couples à suivre des cours de préparation au mariage. Anne Vinet a les détails. Caroline et Matthew ont demandé leur permis de mariage la semaine dernière. Cela faisait 9 mois qu'ils parlaient de mariage. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Matthew and Caroline, the ceremony of marriage in which you come to be united is one of the oldest and most beautiful ceremonies in the world. Si le projet de loi privé d'un député conservateur avait été adopté, le couple ne pourrait pas se marier avant le mois prochain. Le projet de loi stipule que les couples désirant se marier devraient attendre 45 jours avant d'obtenir un permis de mariage. La période d'attente serait réduite à 5 jours si le couple accepte de suivre un cours de préparation au mariage. Bob Wood est l'auteur du projet de loi. This bill will make a significant contribution in reducing the human and social costs of failed marriages and help to strengthen Ontario's families. Bob Wood est l'un des 33 députés conservateurs à faire partie d'un comité de valeurs familiales au sein du gouvernement Harris. Un comité qui souhaite que leur chef promouvoie les valeurs conservatrices au plan social, comme il le fait sur le plan économique. Une idée qui fait sourire les ténors du Parti conservateur. Mr. Wood moves that leave be given to introduce a bill entitled an act to amend the Marriage Act to provide incentives for pre-marriage education. Au bureau des permis de mariage, on craint de perdre des clients, car la moyenne des gens qui se marient civilement se procurent leur permis et se marient le jour même. The average person can come in and get a license and go upstairs and get married right away. Pour les nouveaux mariés, modifier la loi ne changerait pas la base ou le fondement de leurs gestes. Nous avons pris la décision avec beaucoup. Une décision réfléchie. Bien réfléchie. Il y a peu de chances que ce projet de loi soit accepté. En fait, ce que certains conservateurs souhaitent surtout, c'est de montrer qu'ils ont un sens des valeurs, même en étant au sein de l'équipe de Mike Harris. Anne Vinet, Radio-Canada, Toronto. Par ailleurs, un groupe de travail des libéraux ontariens est venu à Ottawa pour recueillir des suggestions afin d'améliorer les services d'aide aux enfants. Les participants ont fait valoir la nécessité de hausser les dépenses de ces services et de créer un ministère de l'enfance et de l'adolescence. 20 des enfants de la région d'Ottawa-Carleton vivent dans la pauvreté. Et un autre groupe, cette fois-ci composé de représentants des gouvernements fédéral et ontarien, enquêtera sur les pratiques des compagnies pétrolières en matière de prix de l'essence. Le ministre de la Consommation de l'Ontario, David Tubucci, réclamait cette enquête à la suite de fluctuations majeures du prix de l'essence en Ontario. Le groupe de travail sera composé de membres des gouvernements et de représentants de l'industrie. Le service 911 est connu comme étant un numéro à composer, évidemment, uniquement en cas d'urgence. Mais dans la région d'Ottawa-Carleton, certaines personnes semblent confondre ce numéro avec le 411. En fait, plus de la moitié des appels reçus par le service 911 ne sont pas urgents et ça retarde la prise des appels qui le sont vraiment. Les précisions de Michel Denis-Potvin. 911 Emergency Urgence, que vous avez besoin de police, ambulance ou pompiers? Le service 911 à Ottawa est appelé 450 fois par jour. Ça, c'est 185 000 appels par année. Plusieurs appels ne sont pas urgents. On reçoit beaucoup d'appels à cause des jeunes, mais on a aussi les adultes qui ils pensent pas à leur affaire. Alors, ils veulent un numéro de téléphone et au lieu de regarder dans le bottin, là, c'est plus facile à signaler une affaire. Voici un appel pour une tentative de vol. En fait, l'interlocuteur signale la présence de grands enfants dans sa cour qui ont volé le jouet de son enfant. Selon la police, cette personne aurait dû appeler le numéro général de la Sûreté d'Ottawa-Carleton. Ce genre d'appel représente plus de 50 de tous les appels reçus au 911 et retarde la communication des personnes qui ont vraiment besoin d'aide. Et ça peut prendre 2-3 minutes. Alors, si quelqu'un est en train d'avoir une attaque de cœur, et puis leur appel prend quelques minutes, ça peut être très sérieux.
La police d'Ottawa-Carleton lancera bientôt une campagne de sensibilisation pour un meilleur usage du 911. On étudie aussi l'expérience de Baltimore aux États-Unis, où le numéro 311 existe pour les appels non urgents acheminés à la police. Michel Denis Potvin, Radio-Canada, Ottawa. L'hôpital civique de Pembroke s'avoue finalement vaincu et accepte sa fermeture. Toutes les démarches entreprises sur les plans juridiques et administratifs pour garder l'établissement ouvert se sont avérées infructueuses. La Cour d'appel de l'Ontario a sonné le glas en refusant d'entendre la cause. Les militants pour le maintien de l'hôpital civique ont appris cette nouvelle avec amertume. Le service d'urgence fermera cet automne et l'hôpital, lui, fermera définitivement ses portes le 31 décembre prochain. L'exposition Renoir au Musée des Beaux-Arts d'Ottawa tire à sa fin. Et selon les responsables du musée, l'exposition a été un grand succès avec un nombre record de visiteurs. Plus de 300 000 personnes ont admiré la soixantaine de portraits du peintre français. Laurence Nadeau. On n'a jamais vu avant cette année autant de gens défiler au Musée des Beaux-Arts du Canada. L'exposition Renoir a attiré 325 000 visiteurs. Mais le musée a aussi brisé des records de files d'attente. La plupart des gens ont beaucoup aimé l'exposition. C'est sûr qu'on a eu les queues, puis il y avait les gens qui fallait attendre un peu. Mais quand même, la plupart des gens, je pense, sont très contents et puis ils ont beaucoup aimé leur expérience. Malgré l'attente, les gens ont adoré l'exposition. Nous avons vu les Renoirs au musée d'Orsay à Paris. Et l'exposition ici est très intéressante parce qu'il y a des tableaux de beaucoup de musées et de beaucoup de collections privées aussi. C'était magnifique. Ah, j'ai trouvé ça super, oui. Oui, j'étais impressionnée. Je viens du Nouveau-Brunswick, j'ai pris la peine de monter exprès pour ça. L'engouement Renoir a aussi amené un autre record. La capitale a accueilli plus de 5 millions de visiteurs.